Alors déjà, merci à tous et à toutes d'être venus. Euh, Dans le film, on mesure la puissance des lobbies de l'industrie agrochimique. Le pouvoir et l'argent prennent le pas sur la santé des populations. Leurs principaux arguments sont l'emploi et surtout l'autonomie alimentaire. Avant que nos intervenants se présentent, je vous propose de dézoomer un chouïa du film, de la seule question des pesticides, des intrants chimiques dans l'agriculture, et de faire un focus sur le sol, la terre. Qu'est-ce qui s'y joue, de comprendre ce qui s'y joue. La solution à bon nombre de nos problèmes est bien là sous nos pieds, le sol. C'est lui qui nous donne de quoi manger, de quoi nous habiller, bien plus encore. Voilà, je vous laisse vous présenter. Voilà, Thierry, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Thierry Lebeau, je suis enseignant-chercheur à Nantes Université. Je travaille sur les sols depuis une vingtaine d'années, en particulier sur la contamination, voire la pollution des sols, lorsqu'il y a un risque pour l'environnement et la santé, et plus particulièrement sur les métaux lourds, mais aussi les pesticides, les hydrocarbures, etc. Et une autre partie de mon activité est consacrée aux solutions basées sur la nature, c'est un mot un peu à la mode actuellement, pour tenter de dépolluer ou de remédier à certaines contaminations. Bonjour. Moi, c'est Maria. Ça marche? Ça marche. Bonjour. Pardon. Bonjour, moi, c'est Maria Garcia. Je suis maraîchère au GAEC La Terre Ferme. On est 6. Et on travaille en sol vivant. Donc, c'est un peu en relation avec les sols. Et peut-être, Maria, tu peux nous faire un petit retour sur ton ressenti sur le film. C'est compliqué, je suis très émue. Ça dit tout. En gros, c'est très difficile de lutter contre une industrie qui est si délétère et qui a tous les pouvoirs, surtout. Que la lutte est criminalisée et qu'on est dans un système qui ne veut pas le voir parce que sinon il meurt. Donc voilà. Okay, on va essayer de redonner un petit peu d'espoir à tout le monde quand même. Benjamin? Oui, bonjour à tous. Je pense qu'on est un petit peu tous émus, ceux qui sont dans la salle, donc il faut aussi nous qu'on se remette de nos émotions. Moi, je suis ingénieur en agriculture de formation. Ça fait 15 ans que je travaille avec des agriculteurs et en particulier des éleveurs pour essayer de les accompagner à avoir des pratiques plus biologiques et moins chimiques. Ce qui ne veut pas toujours dire pas chimique, mais en tout cas moins chimique. Et depuis 2 ans, je suis impliqué dans un projet naissant ici sur la métropole nantaise. Je travaille au sein d'une structure qui s'appelle Les Alchimistes et on essaye du coup de dérouter les déchets alimentaires, dont on parlera sûrement tout à l'heure, pour les composter sur le territoire et participer du coup à cette échelle-là à régénérer nos sols. Bonjour, Fabrice Roussel, donc maire de la Chapelle-sur-Erdre et premier vice-président de Nantes Métropole. Donc la Chapelle-sur-Erdre, c'est une commune au nord de Nantes, commune historiquement agricole qui avait beaucoup de déperditions au cours des années 70 et 80. Donc voilà, on essaye de reconquérir tout ça depuis un certain nombre d'années, avec aujourd'hui près de 50% des terres agricoles en bio. Et puis puisque forcément on est avec ce sujet, ce film aujourd'hui, je tiens à rappeler que j'avais pris un arrêté anti-pesticides en 2019 sur ma commune, arrêté forcément attaqué par le préfet au tribunal administratif, et le tribunal administratif qui a donné raison au préfet. Voilà. C'est dans le thème. William Vandenbroek, je suis coordinateur du Carrefour agroécologique de l'Ouest. Le Carrefour agroécologique de l'Ouest, en fait, travaille dans un tiers-lieu agricole à Saint-Gildas-des-Bois, la ferme dans l'abbaye de Saint-Gildas-des-Bois. Et donc nous on fait particulièrement côté paysage nourricier, on pourra en reparler si vous voulez, de la recherche agro, notamment sur la question de la microbiologie des sols
et de solutions de lithophaires, litières forestières fermentées. Et puis également, on fait de la formation en tout ce qui est agroécologie, permaculture, ce genre de questions. Merci. D'abord, ça va être une question pour Thierry. On va commencer par un petit état des lieux. En gros, comment se portent nos sols à Nantes ? C'est une question difficile. Les sols sont tous différents, sont anthropisés de manière très, très variable. Alors, si on parle de Nantes, est-ce qu'on parle du centre-ville, de Nantes intramuros, de l'agglomération? Est-ce qu'on parle de sol urbain, de sol agricole? Je peux juste déjà faire un distinguo entre les sols urbains et les sols agricoles. Clairement, les sols urbains sont nettement plus contaminés que les sols agricoles. Voilà. C'est lié à l'histoire de la ville. On circule beaucoup en voiture, on utilise du chauffage urbain. Donc, ce qui entraîne forcément la redéposition, ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont cancérigènes et qui s'accumulent au fil des années. Autre exemple assez classique, à Nantes, mais dans toutes les villes quasiment, lié au passif industriel, il existait dans toutes les villes des fonderies de plomb qui ont émis du plomb, qui s'est redéposé sur les sols, qui s'est accumulé dans les sols et qui ensuite peut être transféré dans les légumes que l'on consomme. Voilà. Donc clairement, ce qu'il faut retenir comme message, c'est que les sols urbains sont généralement plus contaminés, jusqu'à être pollués pour certains, c'est-à-dire qu'il y a réellement un risque environnemental et sanitaire. Et dans les campagnes aux alentours de Nantes ? Parce que si... On peut dire que de toute façon, tous les sols, si je prends les sols agricoles, sont tous contaminés. La contamination signifie la présence d'éléments, de molécules, particules qui ne devraient pas exister dans ces sols, qui ne sont pas naturels. Si on fait écho au film que vous avez vu, les pesticides, qui pour la plupart sont des molécules de synthèse, n'existent pas dans la nature. Donc, à minima, on parle de contamination. Dans certains cas, on pourrait aller jusqu'à évoquer la notion de pollution. Je vais prendre un exemple sur lequel je travaille actuellement, sur des sols viticoles, des sols maraîchers. On observe, comme des collègues, des effets négatifs sur les organismes du sol, dans les sols viticoles. Donc, est-ce qu'on ne peut pas parler déjà de pollution de ces sols ? Je ne m'avancerai pas sur le risque par rapport à la santé humaine, mais en tout cas, pour les organismes du sol, on voit des effets. Je pourrais prendre aussi très rapidement un exemple. Nantes s'étend sur l'ancienne ceinture maraîchère nantaise. On a analysé ces sols, je tairai ici le nom du quartier. On a fait une étude toute simple. On a fait la somme des concentrations des résidus de pesticides que l'on retrouve sur d'anciennes friches maraîchères qui ne sont plus exploitées depuis 20 ans. Et on a mis ça en relation avec l'abondance des micro-organismes. On a une corrélation négative très très belle. C'est-à-dire plus on a de pesticides, moins on trouve de micro-organismes. Et on trouve des sous-produits, par exemple, des sous-produits de dégradation du DDT, insecticide interdit depuis 1970, dans ces sols. Voilà. Ok, merci. William, dans le film, on ne parle que, enfin, si je peux m'exprimer ainsi, que des conséquences sur la santé des populations. Et moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de tout ce qui se joue sous nos pieds. Oui, effectivement, si on revient un petit peu à ce que c'est qu'un sol, c'est une notion très compliquée parce que ça fait intervenir des choses qui sont minérales, des choses qui sont biologiques, et puis c'est en interaction permanente avec des cycles, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, etc. Donc c'est une notion complexe, un sol, et c'est aussi fondamental parce que pour garder en tête, là si on parle de carbone, c'est un peu une des petites obsessions au shift, je crois. Si on parle de carbone, il y a 3 fois plus de carbone dans nos sols, dans le premier mètre des sols sur la Terre, que dans toute l'atmosphère. Donc c'est aussi un gros enjeu qui n'est pas traité spécialement par le film, mais qui est très très important. Et on y reviendra peut-être sur les solutions. Et donc, qu'est-ce que tu... Peut-être qu'on aurait pu parler de toute la biodiversité qui se joue sous nos pieds.
Tout à fait. Alors, on peut faire un parallèle qui est qu'un sol est un peu comme un système digestif pour les plantes. Donc, c'est un endroit où va se libérer les nutriments définitifs pour les plantes. Et donc, pour que les matières organiques se dégradent et soient à nouveau assimilées, organiques et minérales d'ailleurs, soient à nouveau assimilées ou assimilables par les plantes, il y a tout un processus qui fait intervenir des macro-organismes que vous voyez, par exemple les vers de terre, les cloportes, etc., mais aussi évidemment tout un monde bactérien, un monde de champignons, d'archées, etc., tout ce monde micro-organique, pour l'instant, il faut bien comprendre que on est vraiment au début, on n'y comprend pas grand-chose en fait. On estime qu'on connaît 0,1% des micro-organismes qui existent sur la Terre. Donc là, aujourd'hui, c'est comme s'il y avait tout un domaine du vivant qui est fondamental et qui nous est largement inconnu. Donc c'est à la fois, c'est assez excitant, c'est une source de découverte et aussi d'espérance. Mais c'est aussi, ça devrait nous pousser à nous poser des questions sur ce qu'on fait quand on met des produits pour tuer des choses qui jouent un rôle fondamental depuis 3,5 milliards d'années que la vie existe sur Terre et qu'on n'y comprend rien. C'est un petit peu cavalier pour rester poli. Très bien. Et toi, Benjamin, peut-être tu peux nous dire un petit peu comment on fait pour qu'un sol soit en bonne santé? Oui, alors on n'a pas beaucoup de temps, donc je pense que chacun, on essaye de se restreindre sur le niveau de précision qu'on donne, mais effectivement, le sol, moi je prends souvent cet exemple, 1 hectare de sol, c'est 1,5 tonnes d'animaux, c'est souvent ce qu'on imagine en partie, mais c'est aussi 5 tonnes de racines et 5 tonnes de bactéries, ça fait le lien avec ce qu'évoquait William, donc il y a beaucoup de choses qu'on voit pas et qu'on comprend pas. Et pour que tout ce petit monde-là cohabite, parce que c'est un peu ça l'idée, et vivre dans de bonnes conditions, il faut un certain nombre de choses. Donc un sol, il a besoin d'air, c'est pour ça qu'on parle souvent du tassement des sols, parce que s'il n'y a pas d'oxygène dans le sol, il y a plein de choses qui ne sont pas capables d'y vivre. Il a besoin d'eau aussi, on sait actuellement que dans le cadre de la prévention, ou du moins le ralentissement du dérèglement climatique, le sujet de l'érosion est un sujet qui est au cœur des inquiétudes, parce que l'érosion, c'est notre sol qui se barre, et une fois qu'il est plus là, on peut plus rien faire avec. Et puis, ce qui vit dans notre sol a aussi besoin d'autres choses, de carbone, ça a été évoqué rapidement tout à l'heure, et c'est un point central, je pense qu'on y reviendra après, et d'éléments nutritifs. On va en citer quelques-uns, mais effectivement l'azote, c'est le cœur de la photosynthèse, c'est le cœur du fonctionnement des plantes. Donc nos plantes, pour qu'elles poussent sur notre sol, il faut qu'elles aient accès à de l'azote, il faut qu'elles aient accès à du phosphore. Ce phosphore, il peut être d'origine on va dire cyclique et organique, ou alors on l'ajoute, il vient d'ailleurs, il vient de mines, majoritairement au Maroc, et de potassium. Ça va permettre la respiration aussi de nos organismes cellulaires. Donc c'est la somme de ces différentes composantes-là qui vont permettre à nos sols de fonctionner. Et s'il en manque un ou plusieurs, tout ce qui est censé y vivre ne pourra plus y vivre. Oui, peut-être juste un complément sur l'érosion, qui est vraiment un problème important, au-delà de perte de biodiversité. C'est à peu près un quart du territoire français qui disparaît par érosion à l'échelle mondiale. Voilà, ça donne quand même une idée un peu des surfaces gigantesques de sols qui disparaissent, et de manière définitive, puisqu'effectivement, ce sol rejoint la mer. On le voit très bien sur des photos satellites en période d'érosion, des panaches de sédiments. Et peut-être un autre chiffre qui est important pour montrer l'importance du sol et que l'on oublie. C'est quand même 95% de notre alimentation qui provient du sol, qui a vu la terre un jour. On parle beaucoup de l'agriculture technologique, hors sol, très sophistiquée, mais ce n'est pas cette agriculture qui nous nourrit de manière massive. Ok. Maria, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ta ferme, de votre approche, parce qu'en gros, vous pratiquez une agriculture régénératrice, le maraîchage en sol vivant. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Nous, on s'est installé il y a à peu près 5 ans sur des techniques de maraîchage sur sol vivant qui sont très nouvelles. En fait, quand on s'est installé, ça faisait pas beaucoup de temps que ça existait,
qu'il y avait des retours sur cette technique-là. La base, c'est que le sol n'est jamais travaillé, c'est-à-dire jamais retourné, et toujours couvert. Donc toujours couvert d'une matière organique, possiblement carbonée. C'est mieux, quoi. Ou de la vie, de plantes, voilà. Donc nous, on travaille comme ça. C'est vrai que du coup, comme c'est pas très répandu, il n'y a pas beaucoup de mécanisation possible, par exemple. Donc on fait beaucoup de choses à la main. Et voilà, on travaille avec de la paille, du compost. Voilà. Très bien. Et pourquoi vous avez eu ce besoin de vous installer en maraîchage, en sol vivant? C'est des convictions écologiques. On croit qu'on peut nourrir le monde différemment. Il faut aussi sortir du capitalisme, mais on peut commencer par cultiver aussi avec des convictions écologiques et aller jusqu'au bout. Et du coup, dans le film, justement, l'un des arguments phares de l'industrie agrochimique, c'est sans pesticides, on ne pourra pas nourrir la population mondiale qui croît en plus. Qu'est-ce que vous pourriez leur répondre? Moi, je pense qu'on n'a pas exactement le même rendement que l'agro-industrie, parce qu'on ne cherche pas la même chose aussi. Et que moi, je crois qu'on peut tous se nourrir sainement, sauf qu'on est dans une société où on fait beaucoup d'excès, on jette beaucoup de nourriture, donc on produit énormément, plus qu'on a besoin. Donc pour moi, c'est pas un argument de dire qu'on pourrait pas produire assez. Et de notre côté, effectivement, on a beaucoup besoin d'agriculteurs. Avant, on était 50% de la population. Maintenant, on est moins de 5%. Donc, effectivement, il faut retourner à la terre et il faut cultiver. Puis... Okay. Oui, je réagirais peut-être avec 2 points à ce que dit Maria. Effectivement, nous, on travaille beaucoup sur le gaspillage alimentaire et aujourd'hui, en France du moins, c'est 30% de ce qui est produit qui finit à la poubelle. Vous imaginez un champ, on en récolte les 2 tiers et puis le dernier tiers, c'est pas l'agriculteur lui-même qui le jette, mais entre l'agriculteur, le transporteur, le distributeur et le consommateur qui finit pas son assiette, c'est 30% de ce champ-là qui aura fini à la poubelle. Donc effectivement, je pense qu'il y a plusieurs combats en même temps qui se rejoignent et la lutte contre le gaspillage alimentaire est forcément clé dans ce jeu-là pour mettre vraiment le sol qu'on se partage au cœur du débat. Moi, ma conviction forte, c'est que le sol, c'est ce qui nous réunit. Hein. On marche tous dessus. Il faut faire attention à ceux qui sont d'ailleurs en dessous. Mais ce sol, on le partage. On le partage avec les agriculteurs qui produisent, les urbains qui vivent en ville. Et c'est pas la faute des uns ou la faute des autres. C'est seulement si on s'y met tous ensemble qu'on arrivera à résoudre ce problème-là. Je pense que le sol, c'est un peu notre combat du moment. Il y a beaucoup de fresques qui émergent. Il y a une fresque du sol qui est en train d'arriver. Je vous incite effectivement à vous informer sur le sol parce que on marche dessus tous les jours, mais on le connaît pas. William, tu voulais. Et sur la surface, là, toujours sur cette question-là, la surface agricole utile en France, déjà les animaux en occupent, que ce soit pour la nourriture animale ou que ce soit pour l'élevage directement, c'est pratiquement, je crois que c'est 40% des surfaces. Donc ça, je dis pas qu'on peut arrêter du jour au lendemain de manger de la viande ou quoi, mais simplement l'argument de on n'a pas assez de place, honnêtement, et entre le gâchis et puis les mauvaises affectations entre guillemets des terres, ça tient pas beaucoup, quoi. Enfin, à ce stade. Peut-être que dans d'autres pays c'est un peu différent, mais pour quand même une grande partie du monde, ça l'est pas du tout. Juste pour rajouter, en plus des animaux, il y a aussi beaucoup de parkings ça tue le sol. Ouais, 8% de la surface de la France est minéralisée aujourd'hui, c'est-à-dire. Et puis, je crois que c'est 44% de terres agricoles, dont une petite moitié qui est passée au labour tous les ans. Donc, vous imaginez la surface qui voit le métal du labour, etc. Et donc, effectivement, ça génère de l'érosion. Et ça, c'est, je pense, un gros sujet parce que c'est facile quand on voit des films comme ça, on est tous émus, etc.
mais il y a quand même une problématique. Qu'est-ce qu'on fait si c'est pas le glyphosate, si c'est pas un autre herbicide, c'est quoi l'alternative? Et ça, on est tous en train d'essayer de trouver des bonnes réponses à cette question, mais c'est pas évident. Benjamin, tout à l'heure, tu nous expliquais de quoi avait besoin un sol pour être en bonne santé, entre autres de le couvrir avec de la matière organique, du compost. Aujourd'hui, on sait que même dans le compost, évidemment, on va retrouver non seulement des traces de pesticides, mais aussi de plastique et de plein d'autres belles choses encore. Et donc, est-ce que le compost issu de nos déchets peut quand même être une solution pour nourrir nos sols? Oui, je pense que tout à l'heure on l'évoquait, il n'y a pas un sol, il y a des sols. Ils sont tous dans un état qui leur est propre. C'est ce que commentait Thierry. Et parfois il y a probablement aussi des idées préconçues sur là où le sol est bon et là où il l'est pas. Faut déconstruire un peu ces mythes. C'est un peu la même chose. Je le disais, nos sols, ils ont besoin de matière organique. Il faut qu'on en ramène. Maria sera plus à même d'exprimer ce qu'elle fait au sein de son exploitation, mais au niveau agricole, il y a des effluents d'élevage qui ont des origines diverses, des natures diverses. Moi, l'important de ce que j'ai fait peut-être ces 10 dernières années, c'est au moins de faire comprendre aux agriculteurs que ces matières-là, qui au final n'étaient que de la merde, pouvaient avoir une autre valeur. Et des agriculteurs aujourd'hui se rendent compte que leur fumier, leur lisier, ils doivent pas s'en débarrasser, mais au contraire, ils doivent essayer de la conserver et de la travailler pour nourrir leur sol de manière efficace. Et je pense que ça, c'est un vrai changement de paradigme. Il y a un moment où il y a eu la biologie, puis après, on a posé la chimie post-guerre, parce que ça arrangeait bien tout le monde. Et puis, c'était facile. Et puis, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a quand même plein de potentielles dérives, et donc la biologie, elle avait certaines garanties. Donc ces matières-là, elles peuvent revenir au sol au niveau agricole. Et puis il y a aussi des matières qui sont générées au niveau des villes. On parlait tout à l'heure du gaspillage alimentaire. Nous, c'est notre métier au niveau des alchimistes que d'essayer de nous atteler à ce sujet-là, qui est pas simple. Mais ces déchets-là, on peut les composter. Maintenant, quand nous on fait trier des élèves dans les cantines pour récupérer ce qu'ils n'ont pas fini, parfois ils sont un petit peu enthousiastes dans le geste de tri et ils ont tendance à mettre tous leurs couverts, leur pot de yaourt, l'emballage du beurre avec. Ça, très clairement, si on derrière nous on l'envoie à des agriculteurs, c'est pas de la matière organique qu'on donne à leur sol, c'est des microplastiques. Si vous avez suivi ce sujet-là, on ingère l'équivalent d'une carte bleue en plastique tous les jours. Je crois que c'est 2,5 mg. Donc comme ça paraît pas digeste, mais quand on s'y penche, ça n'est pas digeste. Et donc du coup, là aussi, ces matières organiques des villes composent de déchets alimentaires. Il y a des travaux qui sont en cours sur le compostage des couches culottes. Qu'est-ce qu'on fait des urines? Qu'est-ce qu'on fait des fesses humains? Toutes ces matières-là, elles ont une qualité, elles ont un intérêt, mais il faut que des filières s'organisent pour pouvoir les épurer, les amener à être réellement positifs pour les sols. Parce que si on met n'importe quoi, derrière, c'est nos agriculteurs qui en pâtissent, quoi. Et puis justement, sur les composts, je pense qu'il faut vraiment être très attentif. Il y a le côté bénéfique, effectivement, rapporter la matière organique au sol, et qui en a bien besoin, ne serait-ce que pour améliorer la structure des sols. On a parlé de l'érosion. Quand on rapporte la matière organique, on contribue à la structuration des sols, on réduit les phénomènes d'érosion. Mais attention aux sources qui constituent les composts. Récemment, un article est sorti, suite à un jury de thèse auquel j'ai participé, qui montrait que notamment les composts urbains et autoproduits sont parfois un peu contaminés, notamment au plomb. Donc, ce qui est lié à un mauvais tri de la part des personnes. Et les évaluations des risques montrent que, au bout d'un certain nombre d'années, mais pas très très long, il y a un réel problème sanitaire qui peut survenir. Donc, voilà, il faut toujours faire attention aux sources des matières premières pour le compost, mais pour tout type de matière organique. Pour les effluents d'élevage, c'est la même chose. À l'époque où on utilisait les antibiotiques pour soigner les animaux, on sait très bien qu'ils métabolisent qu'une toute petite partie des antibiotiques. Le reste se retrouvait dans les déjections et donc dans les fumiers, les lisiers.
Même chose, là par exemple, chez les porcs à qui on donne du cuivre, on trouve autour des porcheries industrielles en Bretagne, on retrouve du cuivre dans les sols, des fois à des taux aussi élevés que dans le vignoble. Donc voilà, il y a quand même ce travail à faire de bien connaître les sources de contamination, de les éliminer et de garder que ce qui est bon. Oui, je rebondis sur ce que dit Thierry. L'important, c'est aussi d'analyser et de comprendre, parce qu'effectivement, il n'existe pas du compost comme il n'existe pas de la terre. Voilà, il existe une multiplicité de sources, et donc normalement, des agriculteurs utilisent des composts qui eux sont autorisés pour être utilisés sur des terres agricoles, donc qui ont été analysés, qui ont été autorisés à être mis sur le marché, normés pour cet usage-là. C'est parfois moins vrai quand on utilise le compost du bout de son jardin sur ses propres plantations potagères. Ok, merci. Thierry, du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de solutions basées sur la nature pour dépolluer les sols en ville. Est-ce que tu peux déjà nous les développer un petit peu, et puis peut-être parler de temporalité? Est-ce que c'est vraiment une solution? Est-ce que c'est un mythe? Comment ça se met en place, etc. Vaste sujet. Oui, je vais faire très très court. Donc effectivement, une grosse partie de mon activité de recherche porte sur les solutions basées sur la nature, notamment ce qu'on appelle la phytoremédiation, le phytomanagement, la bioremédiation, qui utilisent des micro-organismes. Alors, pour certaines solutions, par exemple les micro-organismes, c'est utilisé de manière routinière. Par exemple, lorsqu'on désaffecte une ancienne station-service, forcément les cuves ont fui, on retrouve des hydrocarbures, et on sait dépolluer ces sols-là. Il suffit d'injecter de l'air dans le sol, qui en contient peu, pour stimuler l'activité des micro-organismes, et en 6 mois, 1 an, ils ont, on va dire, utilisé et donc éliminé les hydrocarbures. Voilà. Donc ça, c'est le côté positif. Hein, et les sociétés de dépollution utilisent cette technique qui est bien une solution basée sur la nature. On pense souvent à d'autres solutions qui sont les végétaux, les plantes, qui sont socialement bien acceptées. Je voudrais quand même mettre un bémol, et pourtant je travaille là-dessus, j'aimerais bien que ces solutions se développent plus. Sont des solutions qui sont très lentes. Or, on voit bien que notre monde vit très vite. Je vais prendre un exemple tout simple. La ville, lorsqu'elle s'aménage, voilà, on aménage des quartiers, on excave de la terre, alors de la terre polluée dans un certain nombre de cas, voire même de la terre en dessous qui n'est pas polluée. On ne sait pas quoi en faire, donc on l'évacue. Et donc la terre polluée qui est évacuée des villes, elle va en installation de stockage de déchets. Des fois, elle parcourt beaucoup de kilomètres en camion, donc des bilans carbone dramatiques. En sens inverse, on ramène de la terre propre, dont la qualité est discutable, très discutable, parce qu'il n'y a pas de normes. Donc l'une des solutions, ça pourrait être d'utiliser les plantes pour dépolluer les sols. Mais si vous dites à un promoteur immobilier qu'il va falloir 5 ans ou 10 ans pour dépolluer le sol avant de construire un immeuble, évidemment, il vous rit à la figure, quoi. Mais donc on peut travailler sur des solutions, enfin moi c'est là-dessus que je travaille, c'est des découplages de temporalité. Donc par exemple un promoteur immobilier, il veut que son sol pollué soit dépollué très rapidement, enfin que la source de pollution disparaisse. Donc on va lui dire d'accord, c'est possible d'excaver la terre, mais de la garder localement. Et à ce moment-là, de la dépolluer, par exemple par des plantes, on va mettre la terre où ça ne gêne pas. Donc là par exemple j'ai un concept de mur accueillant des terres polluées. Donc ça permet de stocker verticalement la terre, d'avoir un stockage qui prend peu de place au sol. On connaît le coût du foncier en ville. Et puis ensuite, ce mur est végétalisé. On peut le laisser des années. Et comme il est démontable, une fois que le sol est dépollué, on peut récupérer la terre et la réutiliser. Je pense qu'il y a de très jolis sujets à faire au niveau des quartiers pour sensibiliser aussi, par exemple, quelqu'un qui habite dans un immeuble, lui dire, voilà, la terre on a enlevé de la terre, elle était polluée pour construire l'immeuble, mais la terre, elle est juste à côté, et on l'a régénérée, on l'a dépolluée, et elle va être réutilisée, voilà, peut-être pour la génération suivante, pour faire des parterres de fleurs, voire même de l'agriculture, enfin du potager urbain. Donc il y a des possibilités, mais encore une fois, le vivant demande du temps. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, et il faut trouver des solutions pour concilier le temps long du vivant et le temps très court de notre société. Merci Thierry. Et du coup, Monsieur Roussel, quel est l'état des connaissances des collectivités face à notre problème de sol,
de terres arables perdues, de la gestion du foncier, toutes ces problématiques. Effectivement, quand on parle de sol, la volonté de la métropole, c'est tout d'abord de consommer le moins possible d'espaces agricoles et naturels. Pour votre information, ces dernières années, on était quand même sur une consommation annuelle de près de 160 hectares. Donc on a pris l'engagement à travers le dernier règlement d'urbanisme de baisser de 50% ces consommations. Aujourd'hui, on y est, puisqu'on est autour de entre 70 et 80 hectares consommés par an. Donc ça, c'est le premier point, puisque ça a été dit, les sols urbains sont évidemment plus pollués que les sols naturels. Deuxième action, évidemment aussi, c'est la volonté de porter une politique agricole pour faire en sorte qu'il y ait plus d'installations d'agriculture biologique sur notre territoire. On est aujourd'hui sur la métropole nantaise à 27% d'installations, à peu près autant de terres concernées. L'objectif, c'est d'arriver à 50% d'ici 2025. Et puis, évidemment, après, au cas par cas, parce que les sujets de pollution et donc de dépollution sont des sujets très, très compliqués. C'est tout d'abord, je le dis, d'avoir des outils réglementaires plus forts. Aujourd'hui, on est sur certaines communes, sur des sites très pollués, où les maires, ils attendent les décisions préfectorales pour engager la dépollution. Voilà, ces décisions ne viennent pas parce que ce sont des enjeux financiers. Donc, il y a la question de la temporalité qui a été évoquée. Par exemple, sur l'île de Nantes, on a pu mettre en place des dispositifs de phytoremédiation parce qu'on avait le temps, parce que voilà, il y avait une maîtrise foncière, il y avait un projet qui s'inscrivait dans la durée, mais ça a été très bien dit. Lorsqu'on a des projets qui sont forcément plus rapides, qu'on ne maîtrise pas toujours, parce qu'il y a une vente d'un terrain privé, voilà, c'est comme ça se passe comme ça. Vous ne pouvez pas dire au promoteur non, mais attendez, vous allez faire votre projet dans 3 ou 4 ans. On a forcément beaucoup plus de difficultés. Et puis, dernier point, il y a aussi des enjeux financiers. Aujourd'hui, je le disais, la dépollution, ça coûte cher. Donc, ça nous oblige aussi à faire en sorte que sur ces terrains-là, on trouve d'autres usages, puisque, évidemment, sur des terrains, il est impossible de penser développement de l'habitat ou développement d'activités économiques. Merci. William, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, sur la dépollution, des chiffres. Il y a 20 ans, on dépensait 600 millions sur juste pour les sols, dépollution, prévention des sols. Aujourd'hui, on est à 2,5 milliards et ça va continuer à augmenter. Donc, si on parle de coût total de l'agriculture et puis même de nos activités humaines, il faut tenir compte d'emblée de tout ça parce que on a l'impression d'avoir une alimentation pas chère, calorique, etc. Donc c'est vrai sur le papier, mais le coût réel, il est beaucoup plus élevé. On le voit en termes de santé publique, en termes de pollution des sols, de biodiversité, etc. Tout ça, ça coûte énormément en réalité. Donc voilà, c'est aussi un argument. Et sur la minéralisation et l'utilisation des sols, c'est vraiment, je pense, en termes de politique de la ville et puis aménagement du territoire, c'est un gros sujet. Enfin, moi, je me souviens parfois de voir, en passant dans la Beauce, on voit, je sais pas, parmi les meilleures terres à céréales de France, ils construisent des centres d'archives au beau milieu de champs qui ont été travaillés depuis 800 ans par des paysans et qui sont parmi les meilleurs d'Europe. Bon, est-ce qu'on peut pas mettre des centres d'archives dans des endroits complètement, voilà, enfin, faut réfléchir à ce genre de choses, quoi. Je trouve ça. Je trouve qu'il n'y a aucune réflexion là-dessus. Le sol, moi j'ai été aussi paysagiste et faut juste foutre du sol, mais de la terre là. C'est la terre, c'est comme si on parlait de quelque chose de complètement inerte, substituable d'une terre à l'autre, etc. Il y a vraiment, et ça c'est vraiment comme ça qu'est mené. C'était comme ça que sont menés beaucoup de travaux d'aménagement aujourd'hui, avec la notion du sol qui est complètement réduite à rien du tout, quoi. Donc, je suis content de voir que quand même ça évolue, la prise de conscience, mais ça vient quand même de loin. Oui, je voulais rapporter un élément. On a parlé de la qualité du sol par rapport à la consommation de produits alimentaires. J'aurais parlé un petit peu du risque qui est lié aussi à l'inhalation et l'ingestion de terre. On sort d'une sécheresse, le sol était très sec
est pulvérulent, hein, facilement. Particules de sol se trouvent dans l'atmosphère, on les respire. Il y a des sujets qui sortent actuellement sur des questions qui se posent, de lien entre qualité des sols et puis la santé. Donc un projet auquel je participe, financé par l'Agence nationale de la recherche, en collaboration avec le CHU de Nantes notamment, sur les aspergilloses. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, en tout cas pas tout le monde. C'est vraiment un problème de santé publique, c'est 500 000 morts par an dans le monde, de maladies respiratoires. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des personnes qui ont développé cette maladie, qui sont donc contaminées par des aspergillus, des champignons microscopiques, et les fongicides qu'on utilise pour les soigner ne fonctionnent plus. Or, il se trouve que la chimie de ces pesticides, enfin de ces fongicides, ce sont la même chimie, les mêmes molécules que les fongicides qu'on utilise en agriculture et qu'on épand sur les sols pour éliminer les champignons parasites des plantes ou autres. Donc en fait, que s'est-il passé? À force d'utiliser des fongicides, on a entraîné un développement de résistance de certains champignons du sol. Et très probablement, enfin là pour l'instant je dis probablement, je devrais être plus nuancé, je dis c'est une hypothèse, c'est que l'hypothèse c'est que ces champignons devenus résistants sur les sols et qui sont inhalés par tout un chacun, parce que on habite à côté de la campagne ou qu'on y circule, voire même on peut trouver ces problématiques en ville aussi, eh bien à un moment donné on déclenche une maladie. Sauf qu'on est contaminé par des champignons résistants à ces fongicides. Et les médicaments, donc les fongicides médicaux utilisés étant de la même famille chimique, bah évidemment, ces champignons résistent à ces fongicides. Voilà, c'est un exemple. Hein. Il en existe plein d'exemples différents. Je voulais le signaler puisque c'est une étude qui démarre, là, juste dans 15 jours à peu près, qui va durer 4 ans. Et on va voir s'il existe justement un lien entre cette qualité dégradée des sols et cette maladie. Très bien. Je voulais vous lancer un peu tout sur une question un peu générique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de fermes urbaines, des paysages nourriciers en ville. Et peut-être on sous-entendrait que la ville peut se nourrir elle-même. Voilà, je voudrais vous laisser réagir vis-à-vis de ça. Ouais, je ne vais pas monopoliser la parole, mais voilà, il y a un chiffre tout simple. La réponse est non. Les villes ne se sont jamais nourries sur elles-mêmes. L'INRAE et la FAO donnent des chiffres qui sont convergents, à savoir qu'il faut à peu près 3000 m² par habitant pour se nourrir. C'est vrai que souvent, quand on parle d'agriculture urbaine, on pense aux quelques légumes, voilà, concombres, tomates, etc., qu'on consomme. Mais la base de l'alimentation, c'est quand même pas ça. Ce sont des céréales, des tubercules. Voilà, donc 3000 m², c'est facile à retenir. À Nantes, on dispose de beaucoup d'espaces verts par habitant. Hein, c'est 37 m², je crois. Mais 37 m², faites le calcul, on va pas se nourrir très longtemps dans une année. Et je crois qu'à Paris, c'est 6 m² par parisien d'espace à produire. Sachant qu'à Paris, la décision de la mairie de Paris a été par exemple, de ne pas produire en pleine terre. Il n'y a aucun jardin potager en pleine terre à Paris. Il y a trop de risques. Ouais. Par rapport à la question qui est posée, même si je vais revenir sur les fermes urbaines, évidemment, en tant qu'élu, on a cette conscience-là que c'est pas avec des fermes urbaines qu'on va nourrir la population, et donc forcément, c'est parfois des sujets qui sont un peu mis en avant, mais voilà, je rappelle l'action des 24 communes de l'agglomération nantaise qui, au-delà de la réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels, a consisté aussi à remettre des terres qui étaient prévues à la romanisation en terres agricoles. Hein. Moi, par exemple, je suis vice-président en charge de l'économie. On avait 240 hectares de réserves foncières pour des futurs parcs. On a supprimé les 3/4 pour les maintenir en activité agricole. Donc ça, c'est le premier point, parce que effectivement, c'est pas avec quelques fermes urbaines qu'on va régler la solution. Évidemment, aussi vous dire qu'on est très attaché à travailler avec les autres territoires
aussi, hein, parce que forcément la métropole est un territoire où on consomme beaucoup, hein, et donc où on produit peu par rapport à cette question-là. Et donc l'enjeu, c'est comment voilà, on travaille avec les autres territoires pour aussi renforcer les filières, enfin faire en sorte que on puisse avoir aujourd'hui des qualités d'approvisionnement bien meilleures que celles qu'on connaît aujourd'hui. Après, lorsqu'on parle de paysage nourricier et de ferme urbaine, je crois que pour nous, il y a plusieurs enjeux. Il y a tout d'abord la question de la place de la nature en ville. Hein, et donc, dans une ville qui est plus dense, eh bien évidemment, avoir des jardins, avoir des fermes urbaines, c'est aussi le comment on maintient le lien avec la nature, comment aussi on permet de sensibiliser la population, hein, parce que il y a quand même des activités économiques, donc il y a forcément des circuits courts, de l'agriculture de proximité. Donc, je pense que c'est pour nous, en tant qu'élus, on voit surtout ces projets à la hauteur de ces enjeux-là, et évidemment la question du maintien de l'agriculture et du développement, hein, de l'agriculture, parce que je rappelle que sur la métropole nantaise, on était depuis des années, on perdait hein, des exploitations agricoles. Depuis quelques années, on a stabilisé hein, ce nombre d'exploitations agricoles. Même sur ma commune, on est en augmentation d'exploitations agricoles. Donc on voit que le sujet, il est d'abord un sujet d'organisation du foncier, et puis il est aussi un sujet de meilleure collaboration avec les autres territoires pour les sujets d'alimentation, puisque je rappelle que la métropole a aussi élaboré un projet alimentaire territorial en 2018. Oui, mais je souscris totalement à ça, et j'ajouterais la question des agriculteurs et du renouvellement des agriculteurs. Elle est fondamentale, et bon, les potagers en ville, c'est une partie de la réponse. Cela dit, c'est une façon pour des gens qui ne sont pas du monde agricole de commencer à mettre la main là-dedans. Et on ne sait pas jusqu'où ça va. Ça peut être juste un petit loisir en plus, et pour certains, ça deviendra un métier. Et en fait, ça c'est important parce qu'aujourd'hui, là, dans 10 ans, la moitié des agriculteurs sont à la retraite. Et maintenant, on est ces agriculteurs-là sont la première génération qui ne peuvent pas compter sur leurs enfants pour reprendre les fermes. Donc, en tout cas, ça ouvre sur un enjeu. Je dis pas que les potagers en ville sont la seule réponse, mais je dis quand même que c'est un élément à prendre en compte. Et par ailleurs, c'est pas parce que, évidemment, on peut pas nourrir tout le monde avec de l'agriculture urbaine qu'on peut pas en faire, pour plein de raisons, que ce soit pédagogique, etc., ou en termes de loisirs, de hobbies, etc. Et aussi parce que les villes sont, pour certains types de cultures ou certains types d'organisations, des milieux favorables à certaines cultures. Le champignon de Paris, c'est le champignon de Paris parce qu'en fait, à Paris, il y a des catacombes, des caves et plein de trous partout dans le sol. Et puis, il y avait à l'époque beaucoup de fumier, et que ça poussait sur le fumier du cheval, parce qu'il n'y avait pas de voiture, il y avait du fumier, il y avait des quantités phénoménales de fumier. Donc voilà, donc il y a il y a aussi des îlots de chaleur, des micro-milieux, etc., des choses à utiliser intelligemment. Faut pas s'en priver si c'est possible, quoi. En faisant gaffe aux risques sanitaires et de pollution, bien sûr. Ouais, je rajouterais, je l'ai déjà dit effectivement tout à l'heure, mais je pense qu'on est dans un sujet où il y a de la réconciliation possible entre la ville et la ruralité. Et on est en plein là-dedans, effectivement, les fermes nourricières, les potagers de particuliers, ils ont cet intérêt-là aussi de ramener de la connaissance. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais il y avait une étude qui avait été menée sur les enfants de 6 ans sur un panel très large, et je crois que c'était 85% des enfants qui n'avaient aucune idée de ce qu'était un artichaut quand on leur montrait une photo. À 6 ans, quoi. Alors l'artichaut, c'est pas ce qu'on mange tous les midis, mais ils avaient décliné sur des fruits et légumes beaucoup plus classiques, et les résultats étaient tout aussi dramatiques. Donc effectivement, si nos urbains pensent que le poulet, il pousse en pâte toute seule, ou que nos carottes, elles poussent en rondelles, il y a un vrai travail de rééducation à faire pour accrocher les wagons. Et moi, je pense que ce travail, c'est celui qui permettra justement que les urbains se réconcilient en partie avec les agriculteurs en comprenant mieux ce qu'ils essayent de faire, et que les agriculteurs sortent de leur isolement social qui est dramatique et qui cause les statistiques qui étaient évoquées dans le film. Moi, j'avais un suicide par jour en tête. Là, il disait un suicide tous les 2 jours, mais quel que soit le chiffre, de toute façon, c'est catastrophique, quoi. Et juste pour rajouter un petit truc, c'est que c'est pas un conflit entre la ville et la campagne, c'est plutôt la taille de ville que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse.
Je pense qu'il faut que ce ne soit pas plus de 30 000 habitants pour qu'une ville puisse se nourrir à elle-même. C'est-à-dire que tout pourrait être cultivé autour. Et du coup, c'est plus la taille énorme des villes actuelles qui font qu'on ne peut pas les nourrir. Oui, juste pour Paris, hein, il faudrait un cercle qui ferait 400 km de diamètre pour nourrir les Parisiens et puis les populations autour. Donc on voit que c'est énorme. Ouais, il y avait un ouvrage qui était sorti, c'est un maraîcher du 19e siècle à Paris, donc Paris 19e siècle. Il y avait 2000 familles de maraîchers qui nourrissaient Paris. Puis à l'époque, vous imaginez, il n'y avait pas de camion, etc. Donc c'était que du frais. Et ouais, ils sortaient des melons sur des couches chaudes en avril, en plein Paris. Vous connaissez peut-être les murs à pêche à Pantin, etc. Donc il y avait quand même toute une structuration agricole autour de Paris, toute une sociologie qui est derrière, une organisation. Et bon, qui était quand même, je pense, pas loin d'être la plus grande ville d'Europe à ce moment-là, qui se nourrissait quand même localement. Là, je parle évidemment pas de céréales et machin, je parle que de fruits et légumes. Mais c'était quand même assez impressionnant. Enfin, c'est un ouvrage que vous pouvez trouver gratuitement en ligne et qui est très enrichissant, je trouve. Ok, merci tout le monde. On va pouvoir passer aux questions du public. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Alors, je suis juriste, je suis pas mathématicien. Je suis pas forcément très fort en chiffres, mais quand je vous entends, j'entends que la population, et vous aviez invité un géographe il y a 2 jours, va croître pour sûr de 3 milliards, donc à peu près 40% par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Certes, on a 30% de gaspillage alimentaire, vous avez dit, et peut-être que si on réalloue un peu moins aux animaux, un peu plus à l'humain, voilà, ça peut se compenser, mathématiquement parlant, 40% de plus, mais on pourrait avoir 40% de plus en termes de nourriture, si on n'avait pas de gaspillage, etc. Sauf que ces personnes, il va falloir les loger. Il va falloir, parce qu'il y a une caractéristique qu'on n'a pas donnée, dont on n'a pas parlé, c'est le fait qu'on est sur une trajectoire en termes de réchauffement climatique qui est là aussi inévitable, c'est-à-dire qu'on essaye de la contenir, mais elle est inévitable, et ce qui va faire qu'en plus d'autres sols, d'autres parties du monde vont devenir probablement invivables. Et donc ces populations vont se déplacer, vont venir. Donc je voudrais votre avis sur est-ce qu'on peut réellement se passer des pesticides. On regarde tous ces éléments-là, on se dit ça va être compliqué de nourrir tout le monde. C'est ce que je ressens de ce que vous me dites. Est-ce que vous, aujourd'hui, surtout que je crois que Maria a dit que le rendement est quand même un peu moindre si on décidait de se passer des pesticides, donc ça sera encore plus problématique. Donc est-ce que vous tous, aujourd'hui, pensez-vous qu'on puisse se passer des pesticides dans un avenir proche, dans les 20-30 prochaines années? Moi, je peux pas vous promettre rien, mais je pense que si on peut se passer des pesticides, si on revient beaucoup plus à la terre, donc qu'il y aurait beaucoup plus d'agriculteurs et beaucoup moins d'autres métiers qui servent à rien, comme lobbyiste, par exemple. Et du coup, et qu'on serait dans une sobriété aussi, donc pas des maisons secondaires. Je pense qu'on peut loger déjà tout le monde avec tous les logements vides qui existent ou toutes les maisons secondaires. Donc, il n'y a même pas besoin de construire plus. Je pense qu'il faut juste changer de logique de vers où on va. Et après, on pourrait tous se nourrir et être heureux. Peut-être pour prolonger, on a dit qu'on gaspillait, mais il y a une partie de la population qui mange trop aussi. Et qui en est malade. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Hein. Effectivement, on a quand même 1 milliard de personnes qui mangent pas leur faim, faut pas l'oublier. Comme on dit, on jugule un peu la faim dans le monde, oui, en relatif, mais en valeur absolue, c'est plutôt stable. Je vais juste te dire qu'il me semble, alors à vérifier, mais il me semble bien que l'INRA, qui s'appelait l'INRA, et maintenant avec environnement à la fin, a produit une étude collective sur l'agriculture biologique et est-ce que l'agriculture biologique pourrait nourrir la population. Je crois que la réponse était oui.
Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la difficulté, enfin, elle a deux niveaux. Je me souviens de mes anciens cours d'agronomie, ce qu'on nous disait, c'est qu'en agriculture intensive, on est sûr d'obtenir les rendements escomptés 9 années sur 10. En agriculture biologique, c'est 6 années sur 10. Donc ça veut dire que le gros problème d'agriculture biologique, c'est un problème de trésorerie. Quand on a 2 années difficiles, alors effectivement on produit moins, mais en plus on risque de mettre la clé sous la porte. Et d'ailleurs, je crois que dans certains cas, des agriculteurs qui sont passés en bio reviennent en conventionnel pour sauver leur exploitation. Et derrière, en fait, c'est la grosse difficulté, c'est de passer d'un modèle économique à un autre. Quand on sait qu'on est en agriculture conventionnelle intensive, quand on voit le niveau du capital investi pour faire tourner une exploitation, c'est colossal. Les agriculteurs ont des matériels qui coûtent très cher. Les terres, heureusement, souvent, ils en ont hérité des parents. D'ailleurs, ce qui pose un problème pour les jeunes agriculteurs qui ne sont pas du milieu rural et qui n'héritent pas de la terre de leurs parents. Comment acheter des terres ? Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que une des clés du problème, elle est là. C'est ce problème les agriculteurs. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les urbains et les agriculteurs. Je pense que c'est très difficile d'être agriculteur. Ils ont des prêts colossaux. Hein. Ils se demandent chaque jour comment ils vont les rembourser. Et ils sont dans un modèle dont ils ne peuvent pas sortir, difficilement sortir. Donc voilà. Moi, je n'ai pas la réponse, hein, mais je pense que l'une des clés, elle est là, c'est comment changer de modèle. Mais par contre, en changeant de modèle, en allant sur l'agriculture biologique, l'agroécologie, j'ai pas l'impression qu'il y a un problème particulier à nourrir tout le monde. D'autres questions ? Merci beaucoup et désolé de vous avoir fait courir. Merci à tous pour vos interventions très intéressantes. De ce que j'ai entendu, c'est que finalement, passer à un mode d'agriculture biologique ou du moins sans pesticides, l'argument des lobbyistes qui disent qu'on n'arriverait pas à nourrir tout le monde ne tiendrait pas. D'autant plus que ça ne tient pas en compte du fait qu'il y a 30% dans ce que vous disiez des champs qui sont gâchés. Ma question donc, c'est si on peut justement réduire cette productivité en réduisant donc la perte de gâchis, c'est quelles sont les grandes pertes de gâchis et quelles sont les solutions justement pour éviter ce gâchis alimentaire. J'ai le micro dans la main, donc je vais y aller. Le gaspillage alimentaire, je le disais tout à l'heure, c'est effectivement 30% à peu près de ce qui est produit. Les clés de répartition, je fais ça de mémoire, mais en gros, c'est 20% au champ, il me semble. Donc tout ce qui est une carotte à 2 pattes, une pomme tordue, donc tout ce qui ne va au final pas plaire au consommateur. C'est pour ça qu'on l'enlève à la base. Hein. L'agriculteur, lui, que sa carotte à 2 pattes, ça le dérange pas normalement beaucoup. Donc là, il y a une réflexion à faire entre le producteur et le consommateur pour qu'ils se mettent d'accord et qu'effectivement, on arrête de jeter des produits qui sont parfaitement consommables mais qui sont juste difformes ou peu esthétiques. Ensuite, je crois que du coup, ça doit être 30% du gaspillage qui est issu du transport et de l'acheminement et du stockage. Donc là, très clairement, si on rentre dans des schémas agricoles de circuits courts, de proximité, on limite tout ça. Si le consommateur vient récupérer le produit directement chez l'agriculteur, s'il cabosse sa carotte dans le coffre de sa voiture parce que son sac s'est renversé, normalement, il la mange quand même. Ce qui n'est pas le cas si c'est effectivement un semi-remorque qui transporte des palettes de carottes entre Nantes et Rungis. Et puis, on doit avoir ensuite 20% qui sont jetés au niveau du distributeur. Donc là aussi, en fonction du circuit de commercialisation de l'aliment qu'on choisit, si on est un supermarché et qu'on a des volumes très importants et que on a peu travaillé sur cette question-là, on peut jeter beaucoup. Si on y a travaillé de manière assez assidue, on peut jeter beaucoup moins, mais néanmoins, on dépend encore de ce qu'achètent les consommateurs. Et s'ils achètent le produit qui est joli, esthétique, et pas la banane qui est toute mûrie en premier plan, dans ce cas-là, ils la jettent. Et reste après, il doit me rester là une trentaine de pourcents qui, elles, dépendent directement du consommateur. Si vous laissez moisir vos produits dans votre frigo, si effectivement vous posez vos bananes à côté des fraises et que du coup elles mûrissent en 2 jours au lieu de mûrir en 4,
et ben vous finissez par les jeter. Si on s'éduque pas tous collectivement à finir nos assiettes et à essayer de terminer les aliments qu'on prépare, que ça soit chez nous, au restaurant ou ailleurs, là aussi, ça finit à la poubelle. Donc il y a plein de réflexions autour de ce gaspillage. Il y a une vraie responsabilité du consommateur, que ça soit au niveau de l'assiette qu'il a lui-même dans les mains ou de ce qu'il demande à son producteur. Et puis après, il y a une vraie responsabilité filière par rapport à quel modèle agricole on choisit. Et dans le modèle agricole, c'est peut-être ce que j'allais ajouter tout à l'heure, donc c'est très bien, je vais le mettre là. Pour moi, le fond du sujet, il n'est pas forcément de savoir de quel point de départ de mode agricole on part aujourd'hui, mais plutôt vers lequel on va demain. C'est sûr que les exploitations telles que celle de Maria ou des exploitations en agriculture biologique, elles ont déjà fait beaucoup de chemin, et tant mieux pour nous tous. Mais ceux qui sont un petit peu dans des modèles plus conventionnels, l'important c'est qu'ils aient une trajectoire à aller vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, de la santé humaine, et qu'ils s'éduquent et qu'ils avancent dans ce schéma-là. Et c'est aussi à nous, en fonction de consommateurs et professionnels du secteur, que de les accompagner à essayer justement de comprendre que la proximité, le fonctionnement territorial, il y aura peut-être des réactions à ma gauche là-dessus, en fait résout beaucoup de problèmes. Parce qu'une denrée alimentaire, elle a ça de complexe, c'est qu'elle est périssable. Et que si elle est périssable, du coup, elle perd de la matière au fur et à mesure. Donc si on rapproche celui qui produit de celui qui consomme, on résout déjà pas mal de problèmes. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier, moi je repense à ma grand-mère, il y avait vraiment pas de déperdition, pas de gâchis, quoi. Et pourquoi? Déjà parce qu'elle vivait dans un monde dans les années 60 où finalement les budgets alimentation des ménages c'était 40%, aujourd'hui on est à 12%. Donc la nourriture ne vaut pas cher, et puisqu'elle vaut pas cher on la jette, et ça, ce qui vaut pour le consommateur final vaut sur tout l'amont de la filière aussi, c'est-à-dire qu'on se dit c'est quelque chose qui vaut pas très cher. On est tous aussi habitués. Je pense que si on rapproche, comme tu dis, on rapproche le consommateur du produit, c'est-à-dire que c'est vrai qu'un enfant de 5 ans, une carotte c'est orange forcément, c'est forcément un tuyau qui a cette forme, ce gabarit, ce calibre. Et si vous avez un jardin chez vous et que vous faites pousser vos carottes, vous pouvez avoir des carottes violettes de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont aider. Ensuite, on a une responsabilité en termes de cuisine, parce que ma grand-mère, elle avait pas de surgelé, elle avait pas de plats transformés, elle avait pas autant d'accès à différents types d'alimentation. Donc elle faisait la cuisine, elle se rendait compte, elle voyait. C'est important que ça redevienne tangible en fait, c'est-à-dire le produit il est dans la terre, l'effort que ça demande, le coût que ça implique, etc. Et puis à la fin, on finit par beaucoup plus respecter en fait toute cette chaîne de valeur qui est une chaîne du vivant aussi et qui nous relie. Et c'est quelque chose de presque, c'est dur à expliquer, mais qui est presque charnel, quoi. Donc c'est important de recréer ce lien aussi et de pas être que dans des choses normatives, juridiques, etc. Il y a aussi un rapport au vivant et à la nourriture, à l'alimentation qui est très profond, quoi, et qui est plus qu'intellectuel, quoi, clairement. Je voudrais rajouter qu'il y a le côté individuel qu'on peut tous faire et que c'est super. Il y a aussi un côté politique. Et en fait, il n'y a pas un soutien politique et un soutien économique aux gens qui font de l'agriculture autrement. Nous, par exemple, dans toutes nos expériences, on l'a fait parce qu'on se paye moins ou on travaille plus pour le faire, mais il n'y a pas un soutien, il n'y a pas de reconnaissance non plus. Donc, tant qu'on n'aide pas les agriculteurs à aller vers une agriculture plus durable, déjà, ils s'en sortent pas comme ça, ça va pas changer non plus. Juste 2 mots sur le gâchis alimentaire. C'est un des objectifs du plan alimentaire territorial de Nantes Métropole. Et là, on a quand même notamment un levier d'action qui est extraordinaire, ce sont les restaurations scolaires. Et donc, la plupart des communes sont engagées aujourd'hui sur des actions à la fois pédagogiques, mais à la fois de mesure et de réduction du gâchis alimentaire, avec l'objectif pédagogique, puisque aujourd'hui, plus de 80% des enfants mangent à la restauration scolaire
le Midi, mais je le dis aussi, des objectifs économiques, hein, puisque en plus on le voit avec l'augmentation du prix des denrées alimentaires, c'est aussi un enjeu financier pour les collectivités. Et puis sur l'accompagnement des installations agricoles, hein, nous on a fait le choix dans le métropole, voilà, de différencier les aides suivant que l'installation elle est bio ou elle est pas bio. Hein. Donc on est aussi engagé dans ce processus. Moi je suis maire d'une commune où par exemple il n'y a pas de foncier non bâti pour les installations agricoles. Voilà, donc il y a des exonérations qui sont aujourd'hui possibles. Donc les collectivités, même si effectivement l'enjeu c'est quand même aussi la politique agricole commune, l'action de l'État sur le soutien et aussi sur la formation des agriculteurs, parce que c'est quand même un sujet particulièrement compliqué, mais voilà, les collectivités aussi elles peuvent aujourd'hui différencier les aides suivant le type d'installation qui est fait. Oui, bonsoir. Merci de cette parole et puis des apports de toutes vos compétences. Moi, en tant que consommatrice, j'ai fait le choix de la consommation donc circuit court, à travers les AMAP. Donc, on est sûr que c'est en local, on est sûr qu'il n'y a pas de distribution, donc pas de perte. Il n'y a pas de transport, pas de perte. Donc, on limite énormément tout ce gaspillage. Il y en a pas beaucoup et on est aussi en concurrence avec tous les grands maraîchers qui sont tout autour, toute l'agroalimentaire qui fait aussi l'économie de la région. Donc c'est quand même assez antinomique et je rejoins quand même le manque d'aide, le manque les producteurs avec lesquels on travaille sont pas aidés, voire des bâtons dans les roues, un peu ce qu'on voit aussi dans ce film. Donc est-ce que tout dépend de la responsabilité du consommateur, changer vraiment notre façon de consommer, ou est-ce qu'on peut être au moins que ça aille dans les deux sens, quoi, à la fois politique et puis consommation. Vu la quantité de consommateurs, je suis désolée, mais dans les supermarchés, ça reste lié au transport, ça reste lié à l'emballage, c'est une forme de consommation qui va quand même à l'encontre de tout ce qu'on veut éviter, quoi. Et souvent, le politique fait ce que le consensus culturel ou social parvient à générer, quoi. C'est-à-dire que quand ça devient une évidence, quelque chose devient une évidence pour 80% des gens, même moins que ça d'ailleurs, ça change. Et donc il y a quand même une correspondance entre la responsabilité individuelle que toi tu fais par exemple en disant non, moi je vais prendre des AMAP, chacun prend des actions ou des décisions, chacun arrive à évoluer dans sa pensée aussi et dans ses actes. Voilà, ça change, mais pour l'instant les gens, quand ils ont de l'argent, ils veulent plutôt acheter des grosses bagnoles. Pour l'instant, c'est ça la réalité. Les gens, quand il y a le Covid, au début, on croyait qu'ils allaient tous revenir à la ferme et au champ. Au final, ils étaient coincés chez eux. Ils avaient besoin d'acheter des Häagen-Dazs pour se rassurer devant les séries Netflix, pour oublier qu'ils avaient des masques toute la journée et qu'ils avaient une existence pas toujours très sympa. Mais malheureusement, c'est ça l'état social. Donc après, je suis d'accord que politiquement, il y a plein de décisions, plein de choses à prendre, mais générer un consensus, c'est à la limite autant se dire, même si c'est pas complètement vrai, que c'est notre responsabilité individuelle comme si c'était notre responsabilité individuelle. En tout cas, Après, pour abonder dans ce sens des soutiens, par exemple, les aides aux agriculteurs sont beaucoup en fonction de la surface. Donc, plus tu as une grosse exploitation, plus tu es subventionné. Donc, la plupart des fermes qui font des expériences et qui vont dans une agriculture durable, on est très petit. Donc, autant dire qu'on n'a pas de subvention. Et c'est l'agriculture industrielle qui est subventionnée en général. Donc, ça aussi, c'est nos responsabilités à tous de dire qu'est-ce qui nous convient le plus comme société. Oui, deux éléments de réponse. Dans la métropole, il y a encore des friches agricoles. Donc, c'est un travail
constant depuis un certain nombre d'années pour, au-delà d'avoir plus de terres agricoles, de remettre aussi en agriculture des friches, parce que voilà, des propriétaires pensaient que leur terrain deviendrait constructible et donc forcément des réserves foncières. Nous, on a par exemple lancé un appel à manifestation d'intérêt, donc en négociation aussi avec les propriétaires, où forcément on a pu fixer les critères des porteurs de projets, notamment la question évidemment d'une agriculture qui prête beaucoup d'attention à l'environnement. Donc on a des outils aujourd'hui pour faire en sorte de privilégier l'installation d'un certain type d'agriculture sur notre territoire. Et puis je pense aussi que parfois il faut de la clarification politique. Un exemple très concret, on a une loi Egalim qui nous oblige à avoir 50% de produits soit de locaux ou soit issus de l'agriculture biologique. Moi, à la Chapelle-sur-Erdre, je suis entre 60 et 65%. Pourquoi je suis arrivé là ? Parce que j'ai fait des petits lots. J'ai fait des petits lots pour faire en sorte que mes agriculteurs ils puissent répondre. Si je dis il faut 2000 carottes, mon agriculteur il peut pas forcément répondre. Donc je fais des plus petits lots. Donc on échange avec les agriculteurs. Moi par exemple mes boulangers, ce sont mes boulangers qui évidemment approvisionnent mes restaurants scolaires et notamment j'ai un quartier, le boulanger il est à 50 mètres, c'est lui qui vient apporter le pain le midi. Et puis que me dit la Chambre régionale des comptes ? Elle me dit, non, mais ça va pas du tout. Comme vous faites des petits lots, vous perdez de l'argent. Il faudrait faire des plus grands lots, parce que forcément, en faisant un appel d'offres plus conséquent, et évidemment, vous auriez des prix plus intéressants. Mais sauf que si je fais ça, mon agriculteur ne peut pas répondre, mon boulanger ne peut pas répondre. Et donc là aussi, on a un enjeu à favoriser aussi l'action des collectivités, à leur donner plus de marge de manœuvre pour qu'elles puissent aussi agir très concrètement, parce que quand on agit comme ça, évidemment, on assure aussi un revenu aux producteurs locaux, et donc on leur permet aussi une stabilité. Forcément, quand on a sur 3 ans l'assurance que la ville va acheter des carottes ou des pommes de terre, c'est forcément un gage aussi de sécurité. Donc il y a aussi cet enjeu-là qui est encore devant nous, parce que moi je considère qu'on n'a pas suffisamment de marge de manœuvre pour agir dans ce sens-là. On a une asso partenaire sur notre territoire qui avait voulu ouvrir une légumerie parce qu'il s'était rendu compte que toutes les restos collectifs, ils travaillaient avec des produits qui étaient déjà un peu transformés. Par exemple, les carottes, ils vont pas acheter des carottes avec pleines de terre et de sable, ils vont acheter des rondelles de carottes. Mais le problème, c'est que ça se fait pas légalement. Donc, tu as les marchandises qui vont faire des tours de France, etc. Et encore, peut-être parfois du monde. Mais le problème, c'est que le truc a fini par couler, quoi, parce que il faut ils n'ont pas réussi à mettre en place cette chaîne de valeur. Ça, c'est un gros enjeu pour la restauration collective. C'est qu'on se rend compte, et ça répond un peu. Parfois, on est là un peu, c'est peut-être aussi français, mais plus de normes, plus de règles, plus de machins. Mais en fait, les normes, les règles et les machins, on sait qui arrivent à jouer avec et ceux qui n'y arrivent pas. Et généralement, les plus petits, si tu leur mets plus de normes, c'est pas à leur avantage non plus, quoi. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Je voulais poser une question à propos d'un article qu'on trouve sur le site internet de Jean-Marc Jancovici, le président du Shift Project, qui explique qu'on pourrait nourrir potentiellement toute l'humanité en agriculture biologique, à condition de réduire très fortement, voire de supprimer la consommation de viande et produits animaux. Donc je voulais poser une question à ce sujet pour savoir, selon vos avis, en fait, si par la végétalisation de notre alimentation, on pourrait tendre vers un modèle agricole qui permettrait de nourrir l'humanité tout entière en agriculture biologique. Est-ce que la végétalisation de l'alimentation serait une solution pour se passer des pesticides et, si possible, réduire, minimiser, voire supprimer les famines dans le monde ? Alors, autant je pense qu'il y a un vrai sujet avec la viande, la nourriture animale, etc. Autant je pense pas qu'on puisse se passer du tout des animaux, parce que surtout si tu raisonnes dans un monde biologique, t'as pas d'engrais de chimiques, etc. L'animal, c'est la clé numéro 1 de la fertilité agricole. Ça a toujours été comme ça, on peut pas y échapper. Ça, c'est un premier élément de réponse, la fertilité. Les animaux apportent la fertilité avec les fumiers, et toute leur déjection, etc. Et il y a aussi une question d'usage des terres. Il y a des terres qui sont impropres à tout autre usage que du pâturage, par exemple. Après, il y a des questions de santé. Aujourd'hui, quelqu'un qui est vegan, il doit prendre des compléments alimentaires. Je
dis pas que on mange beaucoup trop de viande, on mange de la viande qui est élevée dans des mauvaises conditions. Voilà, il y a tous ces trucs. Je suis complètement d'accord avec tout ça. Il y a 1000 choses à faire, mais un petit peu d'éléments carnés dans les régimes, c'est aussi peut-être meilleur pour la santé. Enfin, c'est ce que disent pour l'instant la plupart des recherches, des études là-dessus. Moi-même, je suis quasiment végétarien, donc je parle pas du tout. J'ai pas aucun biais là-dessus de carnivore. Voilà, donc c'est peut-être un début. Je vais pas tout monopoliser, mais c'est peut-être un début de réponse. Ouais, non, moi je vais complètement dans le sens de William. Il y a aussi tout un écosystème social derrière ça. Aujourd'hui, si demain tous les Français se mettent à ne manger plus que végétal, que deviennent tout notre tissu social d'agriculteurs qui sont agriculteurs de père et mère en fils et filles depuis des décades. Les animaux participent aussi de notre paysage. Parce que, comme le disait William, certaines terres sont peu valorisables au niveau végétal, mais c'est quand même des terres dont on a besoin, et du coup, les vaches broutent de l'herbe jusqu'à ce que, au moins dans la limite de connaissances que j'ai, elles participent à notre paysage, à notre écosystème, à ce qu'est notre pays, et c'est vrai aussi dans d'autres pays. Et donc, du coup, une Europe complètement végétarienne nécessiterait de la matière organique qui vient d'ailleurs, et en l'occurrence de très loin, donc fonctionnerait pas non plus. Je pense que on a essayé aussi d'exprimer ça, c'est que le sol, les plantes, tout ça c'est de la biologie, et la biologie ça n'a toujours été que de l'équilibre. Et du coup ça dysfonctionne dès qu'il y a des déséquilibres. Il y a plein de déséquilibres dans le film qu'on a vu qu'il faut rééquilibrer. Du coup l'objectif, je pense que c'est pas non plus de passer dans d'autres déséquilibres parce que ça aura des conséquences aussi. Donc tous les modèles là, alimentaires peuvent converger. On peut être en très bonne santé en étant végétarien. Comme l'évoquait William, ça peut être parfois un petit peu plus compliqué si on pousse la sélection des matières qu'on ingère de manière plus sélective. Mais là encore, c'est possible, quoi. Peut-être juste un complément pour prendre le contre-pied. C'est pas du tout pour aller contre la consommation de viande. Moi-même, j'en consomme. Mais je me souviens de mes anciens cours que sur la consommation d'énergie, pour 1 gramme de protéines animales, il faut 4 fois plus d'énergie que pour fabriquer 1 gramme de protéines végétales. Donc voilà, sur juste l'aspect énergétique, parce que c'est quand même un point important. Clairement, il y a une déperdition énergétique, c'est logique, puisque voilà, la plante pousse et ensuite l'animal mange la plante, etc. Il y a peut-être même plusieurs animaux avant l'animal que nous on consomme dans la chaîne. Voilà, donc c'est à prendre en compte. Mais je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je pense aussi que ça dépend de l'altitude. Et là, ici, on est dans un climat tempéré où les plantes ne poussent pas autant que dans les tropiques, par exemple. Et du coup, l'agriculture intègre des animaux parce que c'est aussi quelque chose qui va bien avec ce paysage et qui n'est pas toujours le cas dans tous les paysages. Je pense qu'on va devoir arrêter là. Je vous propose de... On a le temps d'une dernière question ou pas ? 2 minutes ? 2 minutes, très court. Alors évidemment, c'est moi. Merci à toutes et tous pour la qualité de ces échanges. J'ai juste une question, c'est notamment les interventions de Monsieur Lebeau qui m'ont interpellée par rapport à Nantes, et notamment sur la qualité des sols, des jardins familiaux et des jardins partagés dans Nantes. Est-ce qu'il y a des études ? Parce que là, j'ai un petit peu peur pour les personnes qui cultivent. Non, alors je vais répondre très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps. On a réalisé avec d'autres collègues une étude assez exhaustive sur les jardins partagés gérés par la ville de Nantes. Donc la ville de Nantes, c'est à peu près 1 millier de parcelles. Ce qui a permis effectivement de constater, alors de mémoire, parce que c'est une étude qui date de presque 10 ans maintenant, que 30% des sols de jardins potagers dépassaient des niveaux
acceptable. Alors on avait focalisé sur les métaux, métaux métalloïdes comme l'arsenic et métaux comme le plomb ou autres, zinc, cuivre, etc. Voilà, donc en tout cas la ville de Nantes a pris les choses à bras le corps et surtout de manière totalement transparente, puisqu'on a travaillé toujours en trio, c'est-à-dire nous pour la recherche académique, les élus de la ville de Nantes, les personnels techniques des directions, c'était la direction Le Sèvre, le service des espaces verts à l'époque, et puis aussi j'oubliais les associations. Voilà. Et on a toujours dans ces études expliqué pourquoi il fallait par exemple fermer un jardin ou amener une action de gestion des pollutions, en lien aussi avec l'agence régionale de santé. Voilà. Mais clairement, dans une ville, il y a des endroits, des zones où réellement il ne faut pas faire de production alimentaire. C'est pas approprié. Et là, il y a une étude nationale financée par l'ADEME où justement qui essaie de cartographier dans les villes, plusieurs villes françaises, les zones qui pourraient être des sortes de réserves de terres à vocation alimentaire et d'autres qui manifestement ne doivent pas être utilisées pour faire du potager. Si on prend par exemple à Nantes un des quartiers qui va être aménagé, le quartier du Bas-Chantenay, vu le passif industriel, on peut émettre quand même quelques doutes sur l'usage alimentaire, en tout cas en pleine terre. Très bien. Merci à tous et à toutes. Je vous propose de se retrouver à l'issue du débat. Là, il y a un petit espace convivialité. Donc voilà, pour continuer un petit peu les échanges avec nos intervenants, peut-être. Merci.